On se rappelle tous de ce qu'on a ressenti la première fois en lançant les Sims. Bonjour! T'es enfant, t'es assise devant l'ordinateur familial et là, tu découvres un monde où presque tout est possible. Tu peux créer ton propre personnage, tu peux faire en sorte qu'il te ressemble ou bien le faire totalement à l'opposé. Qui, moi la première, n'a jamais essayé de retirer discrètement l'échelle de la piscine pour noyer ce Sims un peu relou? Dans l'Ontario, je te parle. Je suis en train de m'attacher à toi, vraiment. Je suis en train de m'attacher à toi, vraiment, la vie de ma mère. J'ai les larmes aux yeux. Tu peux construire une maison, tu peux choisir de te lancer dans une carrière de policier ou de star de la pop, te marier alors que t'as 12 ans, pécho tous les Sims de la ville sans se faire repérer. Oui, tu as toujours 12 ans. Ou même fonder une famille. Bref, tu peux décider de toute une vie sans que personne ne te dise comment faire. Quel sentiment de liberté incroyable. Tu peux faire et être absolument tout ce que tu veux. Pas de règles, pas d'objectifs précis, pas de game over. Juste toi et un mini-monde qui t'obéit au doigt et à l'œil. Pour des millions de personnes, ce souvenir a un nom. Il s'appelle les Sims. Pendant plus de 20 ans, il n'y a pas vraiment eu d'autres alternatives. Ils étaient seuls sur le marché des jeux de simulation. Aucune concurrence, la place était libre. Les Sims étaient seuls sur leur trône en complet monopole. Et bon, quand une entreprise est seule sur le marché, je vais pas te faire un dessin, elle peut faire plus ou moins ce qu'elle veut. Mais bon, ça on y reviendra un peu plus tard. Et ce jeu, c'est une communauté hyper active sur PC mais aussi sur console. Des centaines de milliers d'influenceurs, je pèse mes mots, qui créent du contenu tous les jours sur les plateformes, qui font des lives, qui font des vidéos. Mais tout ce beau paradis a duré jusqu'à il y a à peu près un mois. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe réellement entre Paralive et les Sims. Est-ce que les Sims, acteurs historiques sur le marché, est en danger face à ce nouvel entrant? Ou est-ce qu'ils peuvent encore dormir sur leurs 4 oreilles? Quelle est la vraie valeur ajoutée de Paralive? Et comment a réagi la communauté? Aujourd'hui, on va vraiment regarder les faits et on va voir que derrière cette rivalité, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'une simple guéguerre pour savoir qui sera le meilleur jeu de simulation. Bon, déjà, ça faisait une éternité que j'avais pas fait de format long ici, mais je me suis dit, je vais attendre qu'il fasse bien chaud, qu'il y ait une bonne canicule des familles pour pouvoir remonter des vidéos horizontales. Moi, je suis contente de revenir avec un format qui change un peu, non, une thématique qui change un peu plutôt. Et je suis surtout contente parce que depuis mes dernières vidéos postées sur cette chaîne, mes dernières vidéos format horizontal, j'ai quand même atteint une belle pousse de cheveux. Franchement, si on regarde ma dernière vidéo qui date, je crois, de décembre, il y a quand même de la longueur. Donc, je suis contente de cette évolution capillaire. Sans plus tarder, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Ça, c'est moi. J'ai 6 ans et je découvre les Sims 2 chez ma nourrice. Alors, bien sûr, je suis petite, donc je sais que je ne peux pas y jouer tout de suite, mais je sais déjà que j'ai aimé ce que j'ai vu. Et surtout, j'ai vraiment hâte d'avoir l'âge d'y jouer, moi aussi, pour pouvoir créer, construire et vraiment devenir tout ce que je veux. Alors, pour comprendre pourquoi Paralive crée autant d'espoir au sein de la communauté des joueurs de jeux de simulation, il faut comprendre d'où viennent les Sims. Alors, surtout, comprendre comment une franchise qui était adorée, aimée, chérie par des millions de joueurs a fini par les fatiguer, en quelque sorte. On va faire une chronologie rapide de l'histoire. Donc, ça commence en 1989. Will Wright. Donc, Will Wright, ok, the English accent is on point. Il développe un jeu d'hélicoptère. Mais en fait, il prend tellement de plaisir à développer tous les décors de la ville qu'il a l'idée, en fait, de dédier juste un jeu à la création de ces décors-là. Ce jeu, il s'appelle SimCity. Là, ça fait un peu mal aux yeux, hein, quand on voit les graphismes là. Et même si c'est pas très beau, que ça n'a pas très bien vieilli, il faut noter que c'était complètement révolutionnaire à l'époque. C'est-à-dire que c'est le premier jeu qui n'inclut pas de notion de fin. L'objectif, tu es le maire d'une ville, tu as un budget limité, donc qui se matérialise via
des Simflouz et ça te permet d'aménager des terrains vides pour les transformer, pour transformer ta ville en une énorme capitale. Alors, pour cela, il va falloir que tu t'occupes de créer des routes, il va falloir que tu prennes en charge aussi la distribution de l'eau, mais aussi la création de quartiers résidentiels, de zones industrielles, d'écoles, d'hôpitaux, etc. Et oui, parce qu'il faut bien éduquer tout ce beau petit monde pour éviter d'aller sur Legend raconter que la Terre est plate. Mais attends, c'est pas si évident que ça en a l'air, hein, parce que tes choix ont vraiment des conséquences et la façon dont tu vas gérer ta ville, ça va forcément entraîner des effets positifs ou négatifs sur cette dernière. Par exemple, en effet négatif, on peut avoir des révoltes, de la pollution ou même carrément l'abandon des constructions. Pas cool. Bref, succès massif, si bien qu'en 2000, un tout nouvel opus arrive et il se concentre cette fois-ci sur la gestion des personnages. Vraiment uniquement les personnages. Alors l'univers des Sims, c'est en fait une projection humoristique de la société de consommation et dans ce jeu non plus il n'y a pas d'objectif précis. Mais par contre une nouveauté voit le jour, cette fois-ci c'est la prise en compte des besoins de ton personnage. Et oui, ton personnage il a envie de dormir, de sociabiliser, d'aller au petit coin mais aussi de se nourrir et d'avoir une bonne hygiène. Si tu ne prends pas soin de ton personnage, prépare-toi à faire la rencontre de Madame la Faucheuse, personnage iconique de la licence. Je la trouve hyper charismatique, j'adore ce personnage-là. Je trouve ça hyper original en plus d'avoir inclus ce type de personnage dans un jeu qui symbolise vraiment la mort pour le coup. Dans ce jeu, notre personnage évolue au sein d'un quartier. Le succès est immédiat et massif. Les Sims devient l'un des jeux PC les plus vendus de l'histoire. Les extensions s'enchaînent. Par exemple, on va avoir Fait la fête, Animaux et compagnie. Et en fait, chacune des extensions apporte du nouveau contenu dans ce monde fictif. Ça fait donc de cet endroit un endroit toujours et toujours plus riche en activités. On était encore naïvement loin d'imaginer le nombre d'extensions qu'ils allaient nous pondre par la suite. Dites-moi, mais je sais pas si c'est le seul jeu qui fonctionne autant avec des extensions comme ça, en tout cas surtout depuis les derniers opus, qu'on va détailler un petit peu après. Est-ce que c'est le seul à fonctionner comme ça? Et surtout, à en avoir autant si jamais il y en a d'autres. Ensuite, on est en 2004. Et à cette période, je suis certainement en train d'apprendre à parler ou alors de jouer avec mes poupées peut-être. Mais bon, en tout cas, c'est cette année-là que les Sims 2 sortent. Dans ce jeu-là, les Sims ont une vraie personnalité. Ils sont vraiment beaucoup plus expressifs et surtout, le créer un Sims est beaucoup plus personnalisable. Là, on a le plaisir de voir que notre personnage, il fait pas 2 pixels. Et j'aime toujours tellement l'esthétique de ce jeu. Il n'y a rien que j'aime pas. C'est-à-dire que toute l'esthétique années 2000, Y2K, Tuscan Mom, j'adore, en passant par les tenues, en passant par les meubles, en passant par les maisons, en passant par tout est tellement iconique. Les coupes de cheveux, les maquillages que tu pouvais mettre à ta Sims, oh là 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 là. Et surtout ici, ils ont des aspirations profondes, ils ont des peurs, ils ont des tue-l'amour. Ils ont même une génétique qui se transmet directement aux enfants. Pour beaucoup de personnes, et pour moi y compris, c'est une totale réussite sur cet opus. Alors, on arrive en 2009, et là, je suis un peu plus grande. Le monde devient ouvert, c'est-à-dire que tu peux littéralement explorer totalement librement l'entièreté de la carte sans écran de chargement, je le précise. Une bête de prouesse à l'époque et ça change complètement en fait les sensations en jeu. C'est vraiment une folie furieuse. Il y a tout que j'aime dans ce jeu. Je crois que c'est l'édition à laquelle j'ai le plus joué. Forcément, j'étais ado, quoi. Donc, je crois que je saignais un petit peu trop ce jeu-là. Même si j'avais des restrictions d'heures d'ordinateur. Donc, je ne pouvais pas, passer une journée entière dessus. Mais pitié, la ville de Bridgeport. Juste Bridgeport. Je créais des baddies dessus. Je les faisais devenir des fucking stars, ok? Je les faisais vraiment glow up de fou dans leur vie. Les voitures, tu pouvais avoir une voiture chez toi, te déplacer avec, suivre le déplacement de la voiture. Quand je pense à tout ça, je me dis, mon Dieu, tout ce qu'on a perdu en passant au Sims 4. Mais surtout, avec mes baddies, c'était mes premières expériences de clubbing. J'ai adoré aller en club dans les Sims.
à défaut de le faire dans la vraie vie, parce que bon, bah, j'avais 12 ans, quoi. Ce jeu, si je devais lui donner un synonyme, ça serait vraiment liberté. Viennent les Sims 4. Et là, c'est plus la même ambiance. Déjà, on peut même le voir sur la pochette du jeu. Ça fait beaucoup plus cartoon. On a perdu un peu de ce côté réaliste qu'on avait dans les Sims 3. Donc bon, ça n'a pas fait l'unanimité, mais ça, clairement, c'était rien par rapport à ce qu'on a vu par la suite. Même si le jeu fait visuellement plus propre, ça fait un peu plus travaillé, enfin je sais pas comment dire, plus aseptisé. Et surtout quand on va ouvrir le jeu, on va découvrir quelque chose d'immonde. J'abuse à peine sur l'adjectif, mais regardez-moi cette ville absolument aseptisée. On dirait qu'on est dans un hôpital, il y a tout qui est blanc, il y a rien qui se distingue. Ça fait vraiment clean girl, mais à l'excès, quoi. Alors qu'on était en 2014, c'était même pas encore la tendance, mais regardez-moi ça. On est passé d'une ville dynamique avec plein de choses qui se passent. Bon, j'ai pas mis les autres quartiers à part les Sims 1, mais c'était vraiment... Voilà quoi, ça bougeait, il y avait du monde, etc. Et là, on a ça quoi, ça. Et surtout, le monde n'est plus ouvert, c'est-à-dire qu'on peut plus se déplacer comme on veut, on a un écran de chargement pour aller d'un terrain à un autre, donc on a perdu quand même une grosse valeur ajoutée des Sims 3. Aussi, à savoir, au début du lancement du jeu, il n'y avait même pas les piscines. Les fameuses piscines qui étaient iconiques, qui nous ont permis de néguer, comme on dit chez moi, beaucoup de Sims qui nous ont gonflé. Bon voilà, le jeu fait un peu creux et la communauté le fait clairement savoir. Ok, ils ont corrigé le tir et ils ont rajouté les piscines, mais en fait ça a quand même créé une petite crise de confiance avec les joueurs. Bon, ça n'a pas empêché le jeu de faire des scores de fou. Et alors depuis 2014, qu'est-ce qui se passe en fait concrètement sur le jeu? On a vu apparaître une flopée de contenu payant. Des grandes extensions qui peuvent aller pour certaines jusqu'à 40 €. Il y a eu des game packs qui ont été plus ciblés, il y a eu des packs avec des objets simplement, et plus récemment ils ont introduit des kits à 10 € pièce. En gros, aujourd'hui, si tu voulais t'offrir l'intégralité du jeu Les Sims, ça devrait te coûter plus de 1000 €. Est-ce qu'on se rend compte de la folie? Il y a un élément important à savoir. Les gens se demandent tout le temps pourquoi les Sims n'incluent pas dans le jeu de base les animaux ou bien les saisons par exemple. Mais il n'y a qu'à regarder les chiffres. Les chiffres que rapportent ces packs-là. Déjà, le pack animaux, c'est le premier pack qui est vendu. Je crois qu'il est à 40 €. Donc entre le choix d'intégrer ça gratuitement dans le jeu de base et le vendre comme une extension à part qui représente une certaine demande et les gens veulent voir ça dans leur jeu, bah, le calcul financier est vite fait. Et en 2022, Electronic Arts a pris une décision assez audacieuse. Le jeu de base, en fait, est devenu gratuit. Alors, ça peut sembler généreux en surface, mais en fait, c'est encore plus profondément ancré le petit problème sous-jacent qui se cache derrière tout ça. C'est le fait que, sans les extensions, le jeu est une coquille vide. L'entrée est gratuite, certes, mais tout le reste se monnaie. Pendant tout ce temps et depuis toutes ces années, la communauté reste fidèle et tient le jeu. Il y a plein de créateurs qui s'amusent à créer des modes gratuits. Et aussi du contenu additionnel, comme par exemple des meubles, ou bien des tenues, ou même simplement juste des mécaniques de jeu qui sont ajoutées. Parfois, ces modes corrigent simplement les choses qui est à oublier ou qui sont ratés, on va dire, plus ou moins, ou les bugs, ça peut corriger éventuellement d'autres bugs, et ça peut réellement transformer l'expérience de jeu. Mais bon, il y a quand même une frustration qui s'installe au fur et à mesure que les bugs s'accumulent, à chaque fois à la sortie de nouveaux packs. On peut être frustré de voir évoluer le jeu dans ce sens, mais on n'a pas vraiment d'alternative en fait. Il n'y a pas vraiment d'autres jeux sur lesquels on peut avoir autant de possibilités que les Sims. Il n'y a rien qui fait vraiment concurrence. Du moins, rien d'aussi développé et aussi abouti que les Sims. Donc bah, on continue d'y jouer malgré les nombreux signalements de bugs. Et c'est dans ce contexte très précisément qui mélange frustration, incompréhension, agacement de la part des fans que Paralives fait son entrée. L'homme de la situation, Alex Massé, entre en scène. C'est un Québécois et sur son temps libre, il travaille sur un jeu de simulation, si bien qu'en 2019, il prend confiance et il quitte carrément son emploi pour s'y consacrer à plein temps. Tout au long du processus de développement de son jeu, il partage en fait sur internet des images de ce qu'il crée et notamment du mode de construction qui était
hyper personnalisable. En tout cas, ça ne ressemblait en rien à ce qu'on avait vu auparavant sur les autres jeux de simulation et même sur les Sims qui était le jeu le plus abouti. Mais surtout de la façon dont on peut redimensionner et positionner les objets sur un terrain. La réaction, elle dépasse tout ce qu'il avait anticipé. Parce qu'en quelques jours, ces vidéos, elles font des millions et des millions de vues. Et même si les personnes qui regardent ces vidéos savent que le jeu n'existe pas tout à fait vraiment pour l'instant, il y a une chose qui est claire pour la communauté. Quelqu'un les comprend. En fait, ce qui rend Paralives disruptif sur le marché tout de suite dès le départ, c'est son modèle économique. En fait, Alex, il va ouvrir une page Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui permet de faire financer des projets. Et donc, il va permettre aux personnes intéressées par son projet de directement investir pour que ce jeu puisse être développé. Par définition, il n'y a donc pas de grands groupes, pas d'actionnaires à satisfaire, aucun intermédiaire en fait entre l'éditeur du jeu et les potentiels joueurs. Donc ça fluidifie énormément tout ce qui se passe dans le processus créatif. En fait, le studio de Paralives, il existe parce que la communauté le pousse et parce que les gens choisissent chaque mois d'envoyer des fonds pour le développement du jeu à Alex. Et pourquoi ? Parce qu'il croit au projet et ça, c'est la clé. Et il faut croire qu'il y avait une sacrée communauté qui était prête à soutenir ce jeu. Alors, j'ai trouvé qu'un seul chiffre sur le wiki qui n'est pas vraiment officiel de Paralives, donc ça vaut ce que ça vaut, mais en novembre 2023, il y avait plus de 15 000 contributeurs qui ont donné pour plus de 35 000 $ en un seul mois. Donc ça démontre vraiment qui avait un intérêt. Et en fait, ce modèle, il permet à Alex de commencer à recruter déjà dès 2019. Et au final, l'équipe commence à se former petit à petit, au fur et à mesure que les gens font des dons sur Patreon. Et au final, Paralives aujourd'hui, c'est un studio qui est composé d'une quinzaine de collaborateurs. Ce qui distingue énormément Paralives aussi par rapport à la concurrence, c'est la philosophie de développement. C'est la transparence qui est liée au point précédent du fait qu'il n'y ait pas vraiment d'intermédiaire entre les donateurs / joueurs et le studio de développement, c'est-à-dire que l'équipe elle va communiquer très régulièrement sur les challenges, sur les avancées, sur les nouveautés, mais aussi sur leurs difficultés. Et au final, les joueurs ils assistent véritablement à la construction du jeu sous leurs yeux. Ils se sentent vraiment impliqués dans le processus créatif, comme s'ils avaient véritablement apporté leur pierre à l'édifice. Et en vrai, c'est le cas. Ce niveau de communication, il est très rare dans l'industrie. Et c'est ça qui va créer un lien de confiance qui est très précieux pour le studio. Alors, le jeu est disponible en Early Access depuis le 25 mai dernier. Et en seulement 8 heures, il s'est écoulé à plus de 250 000 exemplaires vendus. À 40 $, c'est énorme. En fait, je dis 40 $, mais je crois que c'était 40 €. Bon, en tout cas, vous avez la fourchette à peu près autour de 40 €. En fait, je crois qu'il commence à pleuvoir, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, j'ai du linge dehors. En fait, il y a de la pluie dehors, mais il fait quand même très chaud. C'est une pluie, mais pas une pluie qui fait du bien. C'est vraiment une pluie comme tropicale, quoi. Bref, en tout cas, au cours du premier mois de mise à disposition de l'Early Access, c'est 1 million de copies qui sont vendues. Donc voilà, je suis pas une experte en calcul, mais il me semble que ça représente quand même un paquet d'oseille pour continuer à développer le jeu. Donc ça fait 40 millions quoi. Bon, je crois qu'il y a eu des réductions, donc ça fait un peu moins, mais bon, ça représente quand même un certain pactole. Et en moyenne, au niveau des joueurs actifs, donc pour les Sims, il y a environ 30 000 joueurs uniquement sur Steam, donc on compte pas console, etc. et les autres modes de jeu. Et Paralives a atteint un pic de joueurs simultanés de 78 000, donc c'est pas mal. Ils ont même obtenu une note, enfin un label très positif sur Steam avec presque 90% d'avis favorables. Bon, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas hyper comparable parce que, bon, bah voilà, les Sims, c'est une licence qui a 25 ans et Paralives vient à peine d'entrer sur le marché, mais c'est plutôt positif en tout cas pour des débuts. Et surtout, ça c'est vraiment... Voilà, le truc qui a achevé de séduire les joueurs de Sims, enfin les joueurs de jeux de simulation. Ils sont arrivés et ils ont dit écoutez, le jeu va coûter un prix et il n'y aura pas d'extension. C'est-à-dire que tout le contenu qui va arriver par la suite, le contenu additionnel,
ne sera pas payant. Dinguerie quand même. Donc le développement de l'Early Access doit durer jusqu'en 2028 à peu près. Enfin, ils avaient dit 2 ans. Bon, on parle souvent de Paralives comme d'un challenger des Sims. Bon, en fait, même moi, quand je présente mon script là, je l'ai vraiment rédigé de façon un peu combat David contre Goliath, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on a EA, donc Electronic Arts, qui est une multinationale qui est cotée en bourse. Il y a des milliers d'employés, il y a des dizaines de jeux au catalogue. C'est une franchise qui fait des millions et des millions de bénéfices par an. Bon, de l'autre, je te l'ai expliqué tout à l'heure, on parle de 15 personnes dans un studio au Québec, donc c'est pas la même vibe. Mais tu vois, je pense que la comparaison de David contre Goliath, elle peut être intéressante, surtout parce que David est en train de marquer des... On va analyser un petit peu ce qui a vraiment séduit la communauté et la réelle valeur ajoutée de Paralives. Donc déjà, le truc qui a mis tout le monde, mais vraiment tout le monde d'accord, c'est le mode construction. Bon, je t'en ai parlé un petit peu avant, c'est un peu sur quoi ils ont axé leur valeur ajoutée, tu vois, leur force de proposition, c'était le mode construction qui était hyper abouti. Les Sims, quant à eux, ils construisent sur une grille fixe. Dès que tu veux sortir un petit peu de cette grille pour prendre plus de liberté dans la construction, tu vas devoir utiliser des codes de triche, tu vas devoir utiliser des modes. Paralives, à l'inverse, c'est vraiment la liberté totale. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. T'as pas d'angle imposé, tu peux agrandir les objets autant que tu veux. T'as rien qui doit être positionné au pixel près, tu vois, contrairement aux Sims, du coup. Tu peux agrandir les fenêtres, enfin... Franchement, ils ont vraiment bien abouti ce mode de construction. Et surtout, pour ceux qui ont expérimenté le mode de construction des Sims, on voit vraiment la différence, quoi. Et c'est vraiment une sensation de liberté qu'on n'avait pas eue sur la licence d'EA. Et c'est pas un hasard que le mode de construction soit aussi abouti. J'ai noté qu'ils y ont passé 5 ans. Donc ils ont vraiment misé beaucoup sur ce mode de construction là, vraiment pour capitaliser au maximum sur le seum des joueurs de Sims. Ils ont récupéré toute la frustration, voilà, toute notre frustration. Ils ont dit ah ouais, vous êtes dégoûtés, regardez, on va vous apporter quelque chose de mieux, quelque chose qui va vous plaire. Le mode de vie, lui, il a représenté en tout à peu près 1 an et demi de développement et on va se le dire clairement, ok, on va parler français, il est moins abouti. C'est vrai que les interactions, elles tournent un peu en rond. Pour l'instant, il n'y a pas non plus énormément de choses à faire sur le jeu. Il y a quand même des choses intéressantes à faire. Il y a aussi des petits clins d'œil aux Sims. Genre par exemple, nos Sims, quand ils s'ennuient, enfin quand ils font rien dans les Sims, ils vont se mettre à faire des pompes. Pourquoi? Je ne sais pas. Et du coup, on retrouve cette fonctionnalité aussi dans Paralives. Donc c'était assez drôle ce petit clin d'œil. Ah oui, et aussi, c'est vrai que le dialogue, la langue de discussion des paras... Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Bon bref, des personnages des paras. C'est quand même moins abouti que le Simlish. Vraiment, le Simlish, c'est pour moi un atout incroyable. C'est tellement drôle, en fait. Pregnine. Emily speaks full Simlish. I do speak Simlish. And then there was also Moje Kelene. Frank. What does that mean? It was when they got upset. Et là, c'est vrai que bon, voilà, on est un peu sur notre frustration, mais il faut se rappeler qu'on est toujours sur une early access, que ce n'est que le début et qu'il y a certainement des améliorations qui vont arriver. Alors, côté personnage, je trouve qu'il y a une vraie différence avec les Sims parce que sur Paralives, on a vraiment l'impression que les persos, ils ont une vraie personnalité. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une tenue qui est cohérente, ils ont une personnalité, ils ont vraiment un caractère qui leur est propre. Je m'explique. En gros, c'est pas comme dans les Sims où tu choisis un trait de caractère. Là, tu vas vraiment avoir des curseurs que tu vas pouvoir positionner pour influencer ou non le caractère de ton perso. Alors, tu peux choisir par exemple quelqu'un de entre très sociable et très solitaire, très ambitieux ou très détendu, et très ordonné et très chaotique. Point aussi important que je vais relier à la personnalisation des personnages, c'est les tenues. Sur Para, ils sont respectés. Les personnages sont respectés. Les PNJ, c'est-à-dire que les personnages non jouables, perso non jouables, ouais, je crois que c'est ça, ils ont quelque chose qui est cohérent. Sur les Sims, mais quelle catastrophe! Dès que vous faites un truc en aléatoire, ça n'a mais aucun sens. C'est vraiment mais les. Donc ça, je trouve ça plus agréable aussi et plus confortable à jouer. La ville dans laquelle se passe l'histoire, en tout cas la vie de nos paras, s'appelle Melino. Et en apparence, c'est vraiment une petite ville hyper mignonne. Moi, je trouve que ça ressemble aussi à une ville européenne. Enfin, il y a des pavés, il y a des montées, il y a des descentes, il y a des petits quartiers, des petites maisons qui sont pas les unes sur les autres, mais ça fait vraiment comme un centre-ville européen, quoi. En fait, c'est inspiré, je crois, du Canada du XVIIe siècle. Bon,
du coup c'est pas très européen, mais je trouve que c'est beaucoup plus chaleureux qu'une ville des Sims où vraiment c'est les pavillons à l'américaine avec les routes, c'est comme ça, c'est carré. Là je me sens un peu plus chez moi, en tout cas ça ressemble plus à ce que je connais. Plus on explore, plus il y a quelque chose d'étrange, de louche. Par exemple, dans le quartier industriel, il y a des bâtiments abandonnés qui portent un message tagué en français en plus, où il y a marqué « c'est la fin ». La fin de quoi, de qui, on ne sait pas. Il y a aussi des squelettes. Oh, j'ai mal au bras à force de porter mon micro. Il y a aussi des squelettes qui sont disséminés un peu partout dans la ville. Comme si ça suffisait pas, il y a 2 histoires en particulier qui ont marqué la communauté. Je t'explique ça. Alors la première, c'est vraiment ma préférée et j'ai tellement hâte qu'ils développent un peu plus le lore autour de ça. Ça concerne la famille Patel. Alors, Asha et Raoul, ce sont les personnages qui vivent dans cette petite maison qui est en face de la mer, je crois en face de la côte. Tous les deux déjà, ils portent le trait de caractère morose. En fait, quand tu t'approches un peu de leur habitation, tu vois qu'elle est complètement négligée, elle est sans dessus-dessous, il y a des déchets partout, ça fait vraiment pas entretenu de l'extérieur comme de l'intérieur en fait. Par ailleurs, tu vois qu'il y a encore des décorations de Noël, il y a encore le sapin, il y a encore le... Comment ça s'appelle canne à sucre. Non, j'allais dire canne à sucre, mais c'est pas ça. Sucre d'orge, voilà. Alors que, en fait, c'est clairement le printemps. Et surtout, il n'y a aucune autre maison dans Paralives qui est décorée comme ça. Donc on voit qu'il y a un truc qui a été resté figé, en fait. Il s'est passé quelque chose qui fait que cette famille, en fait, ce couple est resté figé dans le passé. Toujours en rapport avec ces décorations de Noël, quand on observe un petit peu, on remarque qu'il y a 3 chaussettes sur le mur. Une au nom de Asha, une au nom de Raoul et une dernière au nom de Kiran. Sauf qu'il n'y a pas de Kiran dans le foyer. Et d'ailleurs, il n'y a pas de Kiran tout court dans le monde de Paralives. Et en fait, la seule pièce de la maison qui est à peu près correctement rangée et ordonnée, c'est une chambre. Ça fait un peu la chambre d'un adolescent, d'un enfant. C'est très intriguant. Et ce qui est encore plus intriguant, c'est qu'il y a un puits. Ça devient bizarre, hein. Je te le dis, ça devient très bizarre, mais il y a un puits au fond du jardin et il y a un petit ours en peluche dessus. Bon, j'espère qu'on aura plus d'indications bientôt parce que c'est clairement un des lores du jeu qui me... Je sais pas, qui me hype le plus. Parce que clairement, on n'a aucune explication. Pas de traces, pas de notes, rien. Et je trouve que c'est ça qui fait vraiment le charme. Alors, la deuxième para qui a attiré mon attention, elle s'appelle Emma. C'est une vieille dame qui habite... dans la grande maison près du phare en fait de la ville de Melino. La commu elle pense que Emma elle sait des choses mais qu'elle ne révèle pas tout. On pense qu'elle qu'elle a des informations qu'elle ne révèle pas. Dans la pièce du fond de son habitation, il y a une chambre d'enfant mais il y a des cartons à l'intérieur et en fait il n'y a pas vraiment d'enfants non plus dans le foyer. Enfin, c'est pas qu'il n'y en a pas vraiment, c'est qu'il n'y en a pas. On sait qu'elle a perdu son mari qui était artiste. Mais voilà, ce foyer aussi est très étrange. Est-ce qu'elle attendait un enfant qui n'est jamais arrivé ? En tout cas, le comportement d'Emma est assez spécial parce qu'on peut souvent l'apercevoir en train d'être assise sur le banc en train de regarder l'horizon. Il y a certainement des mystères qui resteront sans réponse pendant un moment. Certains vont peut-être se développer, d'autres s'expliciter. Peut-être qu'il y a même des choses qui vont jamais être explicitées. Bon, ça me ferait mal. Mais d'un côté, c'est un peu ce qui fait le charme aussi du jeu. La conclusion, c'est peut-être pas qui va gagner la compétition entre Paralives et les Sims. D'ailleurs, quelle compétition en fait. Enfin, on parle vraiment d'une licence qui a 25 ans, qui a fait plus de 200 millions. Waouh, j'ai du mal avec le chiffre, mais 200 millions de jeux vendus à travers le monde, VS Paralives qui est à peine arrivé sur le marché. Il y a quand même un énorme atout nostalgie qui existe chez les Sims, qui n'existe pas encore chez Paralives. Bon, ça nous aurait tardé. Après, à mon avis, ça va pas non plus éteindre les Sims. Enfin, on parle quand même d'une licence qui a plus de 25 ans, qui a déjà fait ses preuves, qui a une énorme communauté, qui a quand même des bases bien établies. La vraie question, c'est qu'est-ce que l'existence de Paralives va forcer la licence des Sims à faire ? Parce que, ok, faut se lever tôt pour éteindre les Sims, mais quand il y a un challenger... Bon, j'ai du mal à dire ça. Quand il y a un challenger sérieux qui émerge, le leader va forcément réagir. Surtout, on a vu que Paralives a su intégrer les frustrations que les joueurs dénonçaient depuis plusieurs années. Est-ce que EA va être obligé de s'y adapter ? Est-ce qu'ils vont contre-attaquer ? À noter qu'ils travaillent sur un nouveau projet depuis quelques temps. Alors, je vois plein de noms passer. Je vois Projet René, Projet X. Franchement, j'ai pas d'autres infos dessus. Moi, je rêve secrètement d'un monde de Sims multijoueur depuis très longtemps maintenant. Bon, je sais que ça
serait fou à mettre en place et ça serait vraiment complexe, mais ça serait incroyable quand même. Mais attendez, qui imagine un Sims multijoueur? Je pense que là, il ferait un carton plein. Je pense qu'il faut vraiment attendre de voir si la hype perdure, hein, parce que on les connaît, les mouvements, enfin les trends, où tout le monde fait du contenu autour d'un truc, d'un sujet, et au final, en fait, tout le monde s'y désintéresse. Ouais, c'est ça. Après plusieurs temps, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça peut être très rapide. On va voir surtout via l'ajout de nouveaux contenus additionnels, par exemple, je sais pas moi, peut-être des animaux, peut-être du jardinage, enfin je sais pas, plein de petits trucs qui seraient qu'on pourrait faire dans le jeu qui serait intéressant à faire. Même les aliens, parce qu'il y a eu des petits indices dans la ville, donc on va voir si cet élément emblématique des Sims sera intégré aussi à Paralive. En tout cas, les débuts sont clairement prometteurs. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de revenir déjà sur une licence que j'ai poncée quand j'étais jeune et même quand je suis toujours jeune. Mais ouais, incroyable ce qui se passe en ce moment. En tout cas, moi je pense que je vais suivre ça quand même, juste histoire de voir un petit peu comment il va réagir. Après, je sais pas ce que vous pensez des graphismes. Moi, je les trouve très perturbants. Mais en fait, à force de voir des vidéos avec ces graphismes-là, ça m'a moins perturbée. C'est clairement un parti pris, hein. On va pas se mentir que c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir d'habitude sur les jeux de simulation comme Inzoi où c'était ultra réaliste. Mais d'un côté, je préfère qu'ils se concentrent sur des mécaniques intéressantes que sur des graphismes en fait. Voilà, et ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une vidéo. Bisous. Gay ass. Lord forgive me, man. That man, I ain't got nothing.